Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour cette deuxième partie du chapitre numéro 9 où nous allons nous intéresser à la photosynthèse. Je vous rappelle que la semaine dernière nous avions étudié tout ce qui était en rapport avec la chaîne respiratoire mitochondriale et comment les coenzymes réduits sont oxydés dans les mitochondries et comment les transferts électroniques permettent de créer un gradient de protons qui est ensuite utilisé pour synthétiser de l'ATP par l'ATP synthèse. Aujourd'hui, nous allons donc nous intéresser à la deuxième. Nous avions donc étudié la semaine dernière le grand 1 et le grand 2 qui concernaient la structure des mitochondries et des chloroplastes et puis tout ce qui se déroulait dans la mitochondrie. Donc aujourd'hui, nous nous intéressons à ce qui se passe dans les chloroplastes. Dans le grand 3, nous verrons comment se déroule la photosynthèse avec plusieurs phases qui impliquent différentes réactions chimiques et qui n'ont pas les mêmes exigences vis-à-vis de l'énergie lumineuse, donc qui ne se déroulent pas en même temps, qui ne sont pas concomitantes. Nous étudierons également la structure des photosystèmes, un peu comme ce que nous avions fait avec les complexes 1, 2, 3 et 4 dans la chaîne respiratoire mitochondriale. Puis nous verrons concrètement comment l'énergie lumineuse peut être transférée vers des électrons. Et puis la quatrième sous-partie sera consacrée à cette description du flux d'électrons au travers des photosystèmes. Une fois que cette énergie a été captée, comment les électrons se déplacent. Et vous verrez qu'il y a un grand nombre de similarités avec ce que l'on avait pu décrire dans la mitochondrie. Nous finirons, et ce sera assez rapide, avec le grand 4 où nous discuterons du métabolisme du dioxyde de carbone au cours de la photosynthèse. Donc les plantes sont autotrophes, elles sont capables elles-mêmes de fabriquer leur propre sucre, et pour cela, elles ont besoin de dioxyde de carbone. Donc nous verrons que l'enzyme impliquée dans cette fixation est appelée la rubisco, et il s'avère que c'est l'enzyme la plus abondante à la surface de notre planète. Et puis nous ferons un très rapide aperçu des réactions chimiques complexes qui constituent ce qu'on appelle le cycle de Calvin. Donc le cycle de Calvin est un ensemble de réactions, une voie métabolique qui aboutit à la synthèse de sucre par les végétaux. Commençons tout de suite ce grand 3 où nous allons nous intéresser au déroulement de la photosynthèse dans les chloroplastes. Les chloroplastes sont des organismes spécialisés dans la capture de l'énergie du soleil et sa conversion en énergie chimique. Deux molécules sont donc issues de cette conversion. C'est l'ATP d'une part, je ne reviens pas dessus, on l'a déjà étudié en détail dans la première partie, et le NADPH. Par son nom, cette molécule doit vous faire penser au NADH. En effet, c'est juste une version avec un phosphate supplémentaire du NADH. Donc, de la même manière, c'est aussi un coenzyme capable de subir des réactions alternativement d'oxydation et de réduction, et donc par là même d'accepter ou de libérer des électrons, donc de participer à ces transferts électroniques qui sont tellement importants pour la production d'énergie. Ces deux molécules, l'ATP et le NADPH, seront ensuite utilisées dans les phases tardives de la photosynthèse pour synthétiser des sucres. Les sucres fabriqués lors de la photosynthèse sont de deux natures. Il y a d'abord le saccharose. Je vous en ai mis sa formule sur la partie gauche. C'est un dimère de glucose accroché à un fructose. C'est une molécule qui est fabriquée à partir de précurseurs à 3 carbones qui sont issus de la photosynthèse, donc qui sont fabriqués dans le chloroplaste. Cependant, ces molécules à 3 carbones vont ensuite quitter le chloroplaste, se retrouver dans le cytoplasme des cellules végétales, où elles seront assemblées par toute une série de réactions métaboliques complexes pour former le saccharose. Ensuite, le saccharose peut voyager dans les autres tissus de la plante, puisque toute la plante ne réalise pas la photosynthèse. Vous vous doutez bien que les racines, par exemple, sont incapables de capter l'énergie lumineuse puisqu'elles sont en sous-sol. Et donc, pour qu'elles puissent grandir et se développer, elles ont besoin de sources d'énergie qui sont fabriquées dans les feuilles et qui voyagent ensuite jusque vers les tissus non photosynthétiques. Le deuxième type de sucre fabriqué par la photosynthèse, c'est un polymère, c'est l'amidon. Vous l'avez certainement déjà croisé si vous avez cuit des pâtes ou du riz. En fait, c'est un mélange de deux polymères insolubles de glucose. Ces deux polymères sont appelés amylose et amylopectine. C'est le principal glucide de stockage chez les végétaux, un peu à l'image de la forme de stockage qu'est le glycogène chez les animaux, et il est fabriqué et conservé au sein des chloroplastes. Regardons maintenant l'équation bilan de la photosynthèse. 6 molécules de dioxyde de carbone réagissent avec 6 molécules d'H2O pour former 6 dioxygènes et un sucre, un glucose en l'occurrence C6H12O6. C'est en réalité l'équation strictement inverse de celle de l'oxydation des glucides dans la chaîne respiratoire mitochondriale. Et donc c'est là que l'on voit vraiment le caractère autotrophe des végétaux. Ils sont capables de produire eux-mêmes leur sucre uniquement à partir d'eau et de dioxyde de carbone. Et ensuite, ces sucres sont soit dans les tissus photosynthétiques, soit dans les autres tissus de la plante, cassés de manière à libérer de l'énergie. Et donc cette cassure et cette utilisation des sucres
produit lors de la photosynthèse, se déroule dans les mitochondries, puisque les cellules végétales, je vous le rappelle, ont à la fois des chloroplastes et des mitochondries. Première sous-partie, nous allons voir que la photosynthèse se déroule en 4 phases. Ces 4 phases n'ont pas forcément lieu en même temps, et elles ont surtout lieu dans des endroits bien délimités du chloroplaste. Intéressons-nous d'abord à la première étape qui se déroule au niveau de la membrane du thylakoïde. Lors de cette première étape, il y a absorption de l'énergie lumineuse provenant du Soleil et création d'électrons de haute énergie. Ces électrons sont ici représentés par la flèche bleue. Cette réaction est couplée, on verra pourquoi tout à l'heure, à une réaction d'oxydation de la molécule d'eau pour former du dioxygène. Les électrons ainsi produits vont ensuite être transférés vers un accepteur d'électrons, la quinone Q, et ça marque le début de la phase numéro 2. La phase numéro 2 consiste à un grand nombre d'étapes de transport d'électrons, de transfert d'électrons de proche en proche, de donneur vers accepteur d'électrons, jusqu'à arriver à l'accepteur final d'électrons. Cet accepteur final, c'est le NADP+, qui va être réduit en NADPH. Donc c'est un des intermédiaires dont je vous avais parlé dans la présentation de la photosynthèse, qui sera utile pour produire les sucres. Autre chose qu'il faut remarquer lors de cette étape numéro 2, c'est le fait que des protons qui se trouvaient dans le stroma du chloroplaste sont pompés et accumulés au niveau de la lumière du thylakoïde. C'est la flèche rose que vous voyez ici. Ainsi, lorsque les étapes 1 et 2 de la photosynthèse fonctionnent à plein régime, il y a accumulation d'une grande quantité de protons au niveau de la lumière du thylakoïde, et ce gradient de protons pourra être utilisé pour la troisième étape. En effet, c'est la dissipation de ce gradient qui permettra la synthèse de molécules d'ATP à partir d'ADP plus PI. Je ne vais pas beaucoup m'étendre sur cette étape numéro 3 puisqu'elle est en tout point similaire à ce que nous avions pu étudier dans le cadre de la chaîne respiratoire mitochondriale, le fonctionnement de l'ATP synthèse. Donc je vous renvoie à mon grand 2 et à ce que nous avions vu la semaine passée. Ces 3 premières étapes sont catalysées par des complexes multiprotéiques qui sont tous localisés au niveau de la membrane des thylakoïdes. On appelle ces 3 étapes la phase claire. En effet, pour se dérouler, elles ont absolument besoin de l'énergie lumineuse, donc elles ne peuvent se dérouler que pendant la période du jour. La dernière étape, dont je n'ai pas encore parlé, est elle appelée la phase sombre, puisqu'elle n'a pas besoin de lumière, donc elle peut se dérouler la nuit comme le jour. Justement, cette étape numéro 4 va utiliser le CO2 de l'atmosphère, mais aussi l'ATP produit avant et le NADPH, pour produire des petites molécules à 3 carbones qu'on appelle le glycéraldehyde 3-phosphate. Ces petites molécules à 3 carbones vont ensuite quitter le chloroplaste par des transporteurs spécifiques et être pris en charge dans des voies métaboliques qui sont situées dans le cytosol de la cellule végétale pour synthétiser des hydrates de carbone, donc des glucides et en particulier le saccharose. Je vais à présent donner un petit peu plus de détails sur ces différentes étapes. Pour la première étape, il faut qu'il y ait absorption de l'énergie provenant du Soleil. Des molécules appelées pigments jouent un rôle crucial pour cela. Les plus connus, ce sont les chlorophylles, mais je vous en ai mis la structure de l'une d'entre elles ici, la chlorophylle A. Mais il en existe bien sûr d'autres. Les chlorophylles ont une structure en 2 parties. Vous voyez ici une partie en jaune, dont je vais parler juste après, et une chaîne aliphatique inférieure, qu'on appelle le phytole. Cette partie jaune est appelée le noyau porphyrine. Il a une structure très particulière, caractéristique, avec une alternance de liaisons simples et de liaisons doubles, des atomes de carbone et un certain nombre d'atomes d'azote. Ce noyau porphyrine, on ne le retrouve pas que dans les pigments, puisqu'il est aussi présent au cœur de l'hème de l'hémoglobine. Et c'est au niveau de l'hème qu'est fixé le dioxygène à chaque fois que nous respirons. Une différence majeure par contre avec l'hème, c'est que dans l'hème il y a un ion Fe2+, et là c'est un ion Mg2+, au cœur de ce noyau, en rose ici. Mais donc, quel est le lien entre cette chlorophylle et l'énergie lumineuse ? Concrètement, les photons qui font partie des rayons lumineux qui nous proviennent du Soleil possèdent tous une certaine quantité d'énergie. Je vous renvoie à vos cours de physique, mais je vous ai quand même remis l'équation ici. Donc cette quantité d'énergie, on la calcule en faisant le produit de la constante de Planck par la vitesse de la lumière et en divisant cela par la longueur d'onde du photon considéré. Donc, lorsqu'un photon arrive sur la chlorophylle, il lui confère une quantité d'énergie et la chlorophylle passe alors dans un état excité. La chlorophylle ne va pas rester éternellement dans cet état excité, elle va assez rapidement se désexciter. Et pour cela, elle transfère ses électrons vers un accepteur primaire d'électrons. En l'occurrence, cet accepteur, dans notre cas, c'est une quinone, qui est similaire au coenzyme Q dans les mitochondries. On va revenir un petit peu plus loin sur ce mécanisme, puisque c'est un des points clés de la photosynthèse, et on appelle ça le transfert photoélectronique. Ce faisant, une molécule d'eau sera, entre guillemets, cassée, et cela permettra de produire du dioxygène,
Et dans les plantes, toutes ces réactions ont lieu au niveau du photosystème numéro 2. Oui, je sais, c'est pas logique, c'est le début et ça s'appelle quand même numéro 2, mais que voulez-vous, c'est comme ça. La deuxième étape, je vais aller un petit peu plus vite. C'était l'étape qui consistait à transférer des électrons de proche en proche et de créer une force protomotrice, donc de créer un gradient de protons. Les électrons passent de leur accepteur primaire, la quinone, par une série de plusieurs transporteurs d'électrons, donc notamment la plastocyanine, et finalement ils atteignent le dernier accepteur d'électrons, qui est un cofacteur dont la structure est proche de celle qu'on avait vue dans la mitochondrie, c'est le NADP+. Le NADP+, accepte les électrons qui ont transféré depuis le photosystème numéro 2 vers le photosystème numéro 1, et le NADP+, sera alors réduit en NADPH. J'ai gagné le droit de réenregistrer ma diapo d'avant, punaise. Et celle-ci aussi. Nous en arrivons à la description un peu plus précise de ce fameux transport photoélectronique qui nous permet d'avoir les électrons qui seront ensuite transférés pour toute la suite de la photosynthèse. Juste précédemment, quand j'ai décrit la structure des photosystèmes, je vous ai dit qu'au cœur du centre réactionnel, il y avait une paire spéciale de chlorophylle A. Ces deux chlorophylles sont donc capables de recevoir de l'énergie lumineuse soit directement du soleil, soit par transfert de tous les pigments contenus dans l'antenne. Toujours est-il que, quelle que soit l'origine de cette énergie, la chlorophylle recevant cette énergie passe dans un état excité. Pour se désexciter, il y a plusieurs moyens. Je vous avais dit au début de l'année, quand on avait étudié le microscope à fluorescence, qu'une molécule qui est dans un état excité peut soit émettre de la chaleur, soit émettre de la lumière pour se désexciter. Ce n'est pas le cas pour la chlorophylle. Un autre moyen a été retenu pour la désexcitation de la chlorophylle. Pour se désexciter, elle va céder un électron
a un accepteur primaire d'électrons, et cet accepteur, je vous l'ai mentionné tout à l'heure, c'est la quinone. Cette réaction de désexcitation de la chlorophylle qui cède ses électrons à la quinone, c'est ce qu'on appelle le transport photoélectronique. Sauf que maintenant, notre molécule de chlorophylle a perdu un électron. Il lui manque une charge moins. Donc ça veut dire que sa neutralité électrique n'est plus là. Elle a une charge plus en trop, si vous voulez, donc elle est sous la forme chlorophylle A+. Et elle ne peut pas rester dans cet état-là, puisqu'il faut qu'elle soit à nouveau en mesure de repasser dans un état excité pour continuer la photosynthèse. Donc elle doit absolument être régénérée. D'où provient l'électron qui va permettre de régénérer cette molécule de chlorophylle A+. Eh bien, c'est l'eau. L'eau sera utilisée comme donneur d'électrons pour régénérer la chlorophylle A+. Donc, en arrachant des électrons à la molécule d'eau, on va aussi enlever des protons, et finalement, on se retrouvera simplement avec du dioxygène à la base, à partir de molécules d'H2O. Je vous remets l'équation. On a 4 molécules de chlorophylle A+, qui viennent de se désexciter, mais qui donc ont maintenant une charge plus en trop, entre guillemets, que l'on veut régénérer. Donc on va utiliser 2 molécules d'H2O qui cèdent des protons et qui cèdent des électrons. Cela permet de régénérer nos molécules de chlorophylle, et au passage, on se retrouve avec du dioxygène. Donc j'insiste encore une fois sur le rôle de l'antenne, qui a vraiment une importance cruciale, puisqu'elle permet d'absorber de grandes quantités d'énergie lumineuse et de transférer cette énergie lumineuse vers la paire de chlorophylle spéciale. Ça permet en fait, grâce à l'antenne, d'avoir une efficacité remarquable de chaque photosystème, puisque ce n'est pas juste le centre réactionnel qui fait le travail, mais les antennes collaborent pour que le centre réactionnel fonctionne tout le temps à plein régime. Nous en arrivons à la dernière sous-partie de ce grand 3, où nous allons remettre ensemble toutes les connaissances que nous avons accumulées dans les parties précédentes. Donc concrètement, comment les choses se déroulent-elles à partir du moment où de l'énergie lumineuse frappe les chlorophylles du premier photosystème ? La biochimie n'est pas toujours intuitive, et là, la photosynthèse en est un exemple. En effet, les choses ne démarrent pas au niveau du photosystème 1, mais au niveau du photosystème 2. Donc, concrètement, au niveau du photosystème 2, la paire spéciale de chlorophylle absorbe de l'énergie lumineuse sous la forme de photons et passe dans un état excité. La chlorophylle A cède alors ses électrons pour se désexciter à la quinone, et ensuite, pour être régénérés, des électrons seront arrachés à une molécule d'eau, et cela permet la production de dioxygène. Donc la chlorophylle A est désormais régénérée, on a produit du dioxygène, et on a des électrons qui sont issus de la désexcitation de la chlorophylle, qui sont pris en charge par la quinone. La quinone va alors voyager, c'est une petite molécule qui est capable de diffuser dans la membrane du thylakoïde, et donc elle va voyager jusqu'au complexe suivant, où il y a des accepteurs d'électrons. Ce complexe est appelé le complexe de cytochrome BF, et il est représenté en violet sur ce schéma. Au niveau de ce complexe, il y a là encore un certain nombre d'étapes que vous étudierez si vous avez envie de poursuivre vos études en biochimie, mais je ne vais pas m'attarder dessus aujourd'hui. Par contre, retenez qu'au niveau de ce cytochrome BF, il y a également pompage d'un certain nombre de protons qui étaient présents dans le stroma du chloroplaste, envoyés, stockés vers la lumière du thylakoïde. À l'issue de ce cytochrome BF et de tous les transferts électroniques qu'il peut y avoir en son sein, les électrons sont transférés vers la plastocyanine, qui est un autre accepteur d'électrons, qui aussi, comme la quinone, est de petite taille, et qui peut donc diffuser. La différence entre la plastocyanine et la quinone, c'est que la quinone, elle reste dans la membrane du thylakoïde, alors que la plastocyanine, elle voyage, mais plutôt du côté de la lumière du thylakoïde. Elle voyage jusqu'au photosystème 1. Enfin, vous vous rappelez, ça commence au niveau du photosystème 2, et ça se poursuit vers le photosystème 1. Donc la plastocyanine va céder ses électrons au niveau du photosystème 1. Le photosystème 1, tout comme le photosystème 2, possède une paire de chlorophylles spéciales qui peuvent aussi capter l'énergie lumineuse, soit directement, soit via les antennes situées autour, et qui peuvent donc passer dans un état excité. De la même manière, la chlorophylle va se désexciter en libérant des électrons. Mais là, cette fois-ci, pour être régénérée, la chlorophylle va utiliser des électrons provenant non pas de la molécule d'eau, mais provenant de la plastocyanine. Donc on a une réelle collaboration entre le photosystème 2, qui libère des électrons qui sont pris en charge avec tout un tas d'intermédiaires, et qui arrive au niveau du photosystème 1, où ces électrons permettent de régénérer la chlorophylle du photosystème 1. Les électrons ils participent à régénérer la chlorophylle, mais on en a d'autres également qui subissent un certain nombre d'étapes intermédiaires pour arriver jusqu'à la dernière enzyme, la ferredoxine et l'ADP+ réductase, que vous voyez ici à la face stromale, et qui est en violet,
Et cette enzyme est très importante puisqu'elle catalyse la réduction du NADP+, en NADPH, donc le transfert des électrons sur le NADP+. Donc si je résume, grâce à toutes ces étapes de transfert électronique, on a pu avoir nos chlorophylles qui sont revenus dans leur état basal en termes d'énergie, on a transféré des électrons, on a produit du NADPH, et aussi on a maintenant un gradient de protons. Ce gradient de protons pourra être utilisé par l'ATP synthase, qui est, tout comme celle de la mitochondrie, est constituée d'un complexe FO-F1, et qui va dissiper le gradient de protons pour synthétiser de l'ATP à partir d'ADP plus PI. Donc cette voie exploite l'énergie de nombreux photons absorbés, à la fois au niveau du photosystème 2, du photosystème 1 et de leurs antennes respectives, pour produire du NADPH et de l'ATP au niveau du stroma du chloroplaste. Et ces composés pourront être ensuite utilisés pour fixer le CO2, et on va s'intéresser d'un tout petit peu plus près à cela dans la quatrième grande partie de ce chapitre. Nous en arrivons à la quatrième partie de ce chapitre sur l'énergétique cellulaire, et nous allons là nous intéresser de plus près à la fin de la photosynthèse, c'est-à-dire la fixation du CO2 pour fabriquer des sucres. Les chloroplastes sont capables de faire tout un tas de réactions métaboliques. Cependant, la voie qui a été le plus étudiée, c'est celle justement de fixation du dioxyde de carbone pour fabriquer des sucres. Et on verra que le chercheur qui a le plus travaillé sur cette voie métabolique a gagné le droit de lui donner son nom. Et donc, ça s'appelle le cycle de Calvin en hommage à celui qui a beaucoup travaillé dessus. Une première sous-partie, la fixation du dioxyde de carbone par la Rubisco. La Rubisco, c'est le nom que l'on donne et que l'on utilise plus couramment pour cette enzyme qui a un nom un petit peu barbare, il faut bien l'avouer, c'est la ribulose 1,5-diphosphate carboxylase. Elle a pour rôle de fixer le CO2 sur un sucre à 5 carbones qu'on appelle le ribulose 1,5-biphosphate. Donc on a un atome de carbone provenant du CO2 plus 5 carbones provenant de ce sucre. Et il va y avoir une étape en plus de clivage qui nous donne 2 molécules à 3 carbones. Donc on est bien d'accord qu'on avait 6 carbones au début de la réaction, on se retrouve bien avec 6 carbones à la fin de la réaction, tout va bien, on n'a perdu personne. C'est une enzyme qui est très volumineuse, elle fait à peu près 500 kDa, dont la forme la plus courante est constituée de 8 grosses sous-unités identiques, et puis 8 petites sous-unités aussi identiques entre elles. Une de ces sous-unités, est codée par le génome chloroplastique. Il faut savoir que c'est une enzyme qui n'est pas très efficace, elle a une vitesse catalytique qui est assez faible, et donc elle représente presque 50% de toutes les protéines chloroplastiques solubles. Puisqu'elle n'est pas très efficace, les plantes compensent en fabriquant beaucoup. Donc, je vous ai mis ici la réaction catalysée par la Rubisco. Vous voyez bien qu'on a une molécule de dioxyde de carbone qui va être fixée sur une molécule à 5 carbones, le ribulose 1,5-biphosphate. On a un intermédiaire, et puis finalement, grâce à une molécule d'eau, on effectue un clivage, et donc on se retrouve avec 2 molécules à 3 carbones, et chaque molécule, les 2 molécules sont identiques, et c'est ce qu'on appelle le 3-phosphoglycérate. La Rubisco constitue donc, grâce à cette fixation du dioxyde de carbone, la première étape d'une voie métabolique très importante qu'on appelle le cycle de Calvin. Rassurez-vous, on ne va pas rentrer dans le détail de ce cycle de Calvin. Il est assez complexe, et puis en plus, vous avez la chance qu'il n'est pas au programme du BTS. Vous pouvez simplement observer que, puisque c'est un cycle par définition, les produits utilisés, les réactifs utilisés à un moment vont être régénérés pour que le cycle puisse continuer à tourner. Donc là, en l'occurrence, vous voyez qu'à chaque tour de cycle, il y a des molécules de glycéraldéhyde 3-phosphate qui quittent le cycle, mais un certain nombre de ces molécules sont utilisées pour régénérer le ribulose 1,5-biphosphate sur lequel est fixé le CO2. Globalement, le résultat, c'est que on a à chaque tour 3 molécules de CO2 qui rentrent dans le cycle. On libère à chaque tour de cycle une molécule de glycéraldéhyde 3-phosphate. Et pour faire un tour de cycle de Calvin, il va consommer 9 molécules d'ATP et 6 molécules de NADPH. Donc ça, vous pouvez retenir que c'est aussi une voie métabolique qui est assez énergivore, puisque 9 molécules d'ATP et 6 molécules de NADPH, ça représente quand même un grand nombre de transferts d'électrons au travers de la chaîne de la membrane du thylakoïde. Je ne vais pas dire grand-chose de plus par rapport au cycle de Calvin. Si ça vous passionne, vous pouvez vous pencher vers des livres plus détaillés. Mais pour ceux qui ont déjà mal à la tête, je peux vous offrir un Doliprane si vous voulez. Nous en arrivons à la fin de ce chapitre sur l'énergétique cellulaire. Je vous souhaite donc une bonne journée. Et puis, on n'aura plus qu'un dernier chapitre à faire pour l'année, avec de la biologie végétale. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.